Regardez les collines qui se dorent dans la lumière du soir, l'herbe qui ondule sous la caresse du vent, le ruban vert des arbres au long des criques. Voyez les pâturages, le bétail paisible, les hommes à cheval qui rentrent les troupeaux. Roulez vers le nord et ouvrez votre esprit à la poésie des grands espaces. C'est l'Ouest, la brousse calédonienne, le cœur d'un pays où l'élevage fait vivre les hommes et façonne le paysage depuis bien plus longtemps que le nickel. Une rude histoire d'élevage, scandée jadis par les temps forts des grandes conduites de bétail depuis le nord jusqu'à Nouméa, quand la viande descendait à pied vers l'abattoir, au long d'une piste émaillée de carrés de voyageurs. Moi, mon grand-père, René Deveau, lui, il partait avec des troupeaux du fin nord, il ravitaillait Waco et après il amenait le bétail à Ducos. Il mettait un mois et demi pour descendre les troupeaux. Oui, c'était l'élevage, c'était l'époque de l'élevage des grands troupeaux. Que de progrès depuis les premières têtes de bétail importées par James Paddon à l'île Nou, et peut-être même les frères maristes à Pueblo, dès avant la prise de possession. Aux premiers éleveurs d'origine anglo-saxonne s'ajoutent des Français, dont Timothée Cheval à Tontouta. En 1872, l'annuaire de la colonie recense 88 propriétaires de bestiaux qui ont déjà importé 6400 têtes. Le cheptel, entièrement constitué de races anglo-saxonnes croisées dans l'anarchie, atteint 104 000 têtes en 1881 et son record absolu de plus de 150 000 têtes en 1917, avant de se stabiliser aux alentours de 100 000 têtes à partir des années 1950. Rien de linéaire dans tout cela. L'élevage calédonien a longtemps oscillé entre pénurie et surproduction, au gré des crises d'un marché encore soumis à la loi de l'offre et de la demande. C'est cette instabilité qui, pour résorber les surplus, va générer la création de conserveries alimentées par de très grandes stations d'élevage extensif. Celle par exemple de Gratien-Brun, qui accueillait 25 000 têtes, ou encore le domaine de Waco, qui dépassait 30 000 hectares. Où, quand, comment, pourquoi les stockmen, le chef Georges Martin répond aux 4 questions. Vous accomplissez à peu près combien de kilomètres dans une journée à cheval? Oh, ben ça, vous savez, on en fait des kilomètres dans une journée. À peu près combien? Oh, ben, je sais pas, au moins plus ou moins 50 kilomètres par jour. 50 kilomètres par jour? Oui, tourner, virer. Combien de bêtes vous avez à surveiller? Oui, 3000 têtes. Et vous les connaissez toutes, les 3000 têtes? Ah, bah, la plus grande partie. Vous savez où elles se trouvent exactement? Ah oui. Quand vous avez besoin d'en choisir une, vous savez exactement où aller la chercher? Oui. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre travail? Ah, bah, c'est pour les rentrer. Oui. Pourquoi c'est difficile? Eh ben, des fois, il y a des endroits qu'on ne peut pas aller à cheval, il faut aller à pied. Oui. Et les Pourquoi? bêtes... Parce que le terrain est très vallonné? Oh oui, puis accidenté, beaucoup de brousses. Alors comment ça se passe l'élevage ici des bovins? Eh bien, c'est difficile, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord un secteur de reproduction. Et ensuite, ce bétail est sevré. Les jeunes bêtes sont sevrées et envoyées dans le sud de la propriété, à Pointe-Loche. Et là, les bouvillons sont gardés. Et lorsqu'ils ont atteint 2 ans, ils sont mis à l'engrais. Quant aux génisses, elles sont sélectionnées et toutes les génisses qui sont susceptibles de faire de bonnes vaches de reproduction sont renvoyées dans le nord.
tandis que les autres sont castrées et mises à l'engrais elles aussi. C'est une race très, très solide, très vigoureuse. Ce sont des bêtes Hereford. À l'origine, la souche a été acquise en Australie. Par la suite, elle a été développée sur Waco. Et ce sont des bêtes qui sont données à la boucherie uniquement. Absolument. Il n'y a pas du tout de récolte de lait ici. Non, absolument pas. La première conserverie qu'il y a eu en Nouvelle-Calédonie, c'était en 1891. Elle a été construite 4 ans avant, mais elle a démarré en 1891. C'était l'entreprise Prévé et Scie. Et à l'époque, ils tuaient 100 bœufs par jour. 100 bœufs par jour, ils passaient 20 000 têtes par an. L'usine ne travaillait que 9 mois, les 3 derniers mois, par rapport aux sécheresses, tout ça, c'était fermé. Et ça faisait vivre tous les éleveurs du Nord et beaucoup de la côte Est, toutes les grandes stations d'élevage de la côte Est. Ça faisait vivre le Grand Nord, quoi. Et là, mon grand-père maternel a travaillé, là. Il livrait les bœufs à la tuerie tous les jours, quoi. Et eux, ils sortaient 10 000 boîtes de viande par jour. Ils employaient 100 personnes quand même. C'était l'industrie, quoi. Il fallait du bétail. À l'époque, la Calédonie, il y avait entre 150 et 160 000 têtes de bétail. Par rapport à maintenant, pour donner un chiffre, on n'arrive même pas à 80 000 têtes, là. Ça fonctionnait, quoi. Dans ce contexte d'élevage extensif, avec des pâturages pas toujours nettoyés et des propriétés délaissées en temps de crise, il y avait forcément du bétail qui échappait à l'homme et redevenait coquin, voire sauvage. Il n'en gardait pas moins une valeur marchande. Pour le capturer, il fallait le piéger, dresser sur son passage de longs entonnoirs de tissu blanc tendus sur des piquets, conduisant à un solide carré où vaches et bœufs récalcitrants étaient adoucis par la nourriture avant d'être embarqués. Les dernières de ces spectaculaires rentrées de bétail au Calico ont eu lieu à la fin des années 70 à Waiaget et Port-la-Guerre. Elles étaient déjà une survivance d'un passé aujourd'hui révolu. Nos grands-pères, c'était des conducteurs de troupeaux. Les troupeaux venaient de toute la côte Est, tout le nord de la côte Est et du tout fin nord. Les rentrées de bétail sauvage beaucoup sur Arama, sur la Roche-Mauprat, sur Témala, il en faisait partout. Et moi-même, quand je gérais le bétail pour Balan, à Pingen, j'allais chercher des troupeaux sur Tipingé. Moi, je traversais la chaîne, je mettais 9 jours. J'allais chercher des troupeaux de 150, 200 bouillus, c'était essentiellement du Angus. Et je les ramenais sur l'autre côte. On faisait des conduites à travers la chaîne. 150 ans d'élevage n'ont pas seulement sculpté le paysage calédonien, où les pâturages occupent 95% de la surface agricole utilisée et font le tampon entre la mine et un lagon classé au patrimoine de l'humanité. Ils ont aussi forgé la société de Brousse, avec des générations d'éleveurs se transmettant leur savoir de père en fils ou d'oncle à neveu. Exemple à Païta, où les Martines s'inscrivent dans la suite de Padone. Ronald, je vous remercie de m'avoir invité à ce ralliement de bétail. Et ici, c'est un sport inhabituel pour un zozo. Il a importé son bétail d'Australie. Par le retour de ses bateaux qui amenaient de l'huile de baleine en Australie, il ramenait du bétail, du bois. Et ce bétail était vendu à Nouméa, mais il n'y avait pas de route à ce moment-là, d'ici à Nouméa. C'est pour ça que la route de Gadji avait été construite avec le quai de Gadji. Et on amenait ça par voiture à bœufs. Le bétail était chargé dans des chalons à l'époque. Et ça suffit pour faire vivre toute la famille Martine là-dessus? Ah non, c'est une société, quoi. Vous êtes en société? On est en société. Donc l'affaire Padone continue en société? Eh oui, depuis 5 générations. C'est mon père qui a commencé, lui, à se diriger vers la race Hereford. Pour la simple raison, c'est qu'un jour, mon père cherchait à améliorer sa race et à avoir des géniteurs mâles, des taureaux de bonne qualité. Et il a eu l'occasion un jour de voir sur un navire de passage un magnifique taureau qui était parmi les bêtes qui étaient là. Et donc, il a pu traiter, maintenant je ne peux pas vous donner la date exacte, ça je ne l'ai pas, mais a échangé
ce magnifique taureau contre un bœuf de boucherie, disons. Et ça a été le premier taureau Hereford. Bon, c'était pas facile parce que de partir, on n'avait pas à cette époque transplantation embryonnaire, insémination artificielle, ni rien. Donc, et puis l'importation des taureaux pouvait difficilement se faire en grand nombre. Premièrement, il y avait toujours un problème financier au départ, et ce qui fait que ça s'est fait petit à petit. Aux uns, le Hereford. Aux autres, le Limousin. Race française dont le premier couple a été introduit en 1905 à Yaoundé. En un peu plus d'un siècle, elle est devenue la race dominante de Nouvelle-Calédonie, en quantité comme en qualité, avec une génétique dont la notoriété dépasse aujourd'hui les frontières du pays. Son développement est intimement lié à l'histoire de la Maison Ballande et de sa société agricole, fondée à la fin du XIXe siècle et titulaire de la première marque du territoire. Elle a fait le choix du Limousin dès les années 1910 et s'y est tenue avec assiduité. Sur ses grandes stations de Coné, de La Foix et de Boulou-Paris, Agricole Ballande a exploité jusqu'à 14 000 hectares avant de réduire ses activités. Et même si elle a désormais perdu son statut de premier éleveur du territoire en nombre de têtes, elle a marqué l'élevage calédonien de son empreinte. Par son choix de race, par sa longue implication dans le secteur rural, mais aussi par son souci de la performance économique et son rôle d'essai et de démonstration de matériel et de techniques d'élevage plus modernes. Car petit à petit, c'est tout l'élevage qui a changé. Certes, il est resté un mode de vie, une manière d'être et de faire, une évidente continuité des gestes essentiels du métier. Il faut toujours se lever tôt, seller les chevaux au petit matin, rassembler les troupeaux, réparer les barrières, baigner les bêtes, marquer et castrer les veaux. Mais avec les temps modernes, le bétail a pris le camion au lieu de marcher. Les pick-up sont entrés dans les pâturages. Les stockyards et les piquets métalliques ont remplacé les barres de gaillac, des clôtures et des carrés. Le marché de la viande a été réglementé. L'OCEF est apparu en 1963, les abattoirs un peu plus tard. Les grandes propriétés ont toutes disparu, au profit d'exploitations de taille moyenne et de pratiques d'élevage moins extensives. Les pâturages se sont améliorés. Les races françaises, limousines et charolaises, ont massivement supplanté les races anglo-saxonnes des débuts. Et à partir de la fin des années 70, l'élevage calédonien a commencé à toucher ses limites et à ne plus pouvoir fournir un marché en forte demande avec l'explosion de la démographie. Il a fallu importer de la viande et s'attaquer à deux problèmes. D'abord, la trop grande consanguinité du cheptel qui faisait baisser les poids carcasses. Ensuite, la tique, parasite du bétail arrivé en 1942 avec les Américains, qui devenait résistante aux acaricides disponibles. La réponse est passée par une génétique renouvelée et par l'arrivée de nouvelles races tolérantes à la tique, à commencer par le brahman. Au début des années 80, quand la toute jeune foire de Bourail ouvre le monde de la brousse aux gens de la ville, l'élevage calédonien compte environ 120 000 têtes, dont 16 000 dans le secteur mélanésien. La filière bovine assure le tiers de la production agricole et attire plus de la moitié des aides publiques et des prêts au monde rural. Elle fait vivre plus d'1 millier d'éleveurs, parmi lesquels une poignée de jeunes audacieux qui vont se regrouper autour du combat de l'amélioration génétique. C'est la naissance de l'Upra bovine en octobre 1982.
J'ai toujours côtoyé les choses de l'élevage par la famille. D'abord, mon lieu de vacances, c'était le Gabet, propriété que possédait mon grand-père Délé, côté de ma maman. Donc, l'espace, les vaches, ce qui va avec en matière de plaisir, la chasse et tout ça, c'était mon truc. Donc, je me suis intéressé parce que je trouvais dans un environnement d'élevage, avec un grand-père qui était très concerné, qui ne m'a jamais parlé de vaches, mais toujours de race, parce que c'était un généticien avant l'heure. Donc je me suis trouvé là-dedans, et puis il s'avère que le terreau m'a plu, et puis que c'est devenu une condition de vie. Le vrai père, le moteur de l'UPRA, ça a été le vétérinaire dont je te parle, qui s'appelle Christian de Souter, qui était VAT, qui dans son coin a réfléchi, a regardé, qui était bien intégré dans le milieu, marié à une calédonienne, qui s'est un bon milieu relationnel. Et un jour, il a fait germer l'idée d'une assemblée générale, en octobre 82, en disant on va créer quelque chose dont le but est de, il faut reprendre les statuts de l'UPRA, ils sont clairs, améliorer la production bovine. Il a fallu ensuite un soutien politique et économique, et on a été vendre ça au chargé de l'agriculture de l'époque, c'était Gaston Morlet, qui nous a écoutés et qui a dit « je suis preneur », tout de suite. À partir de là, on a eu la structure, les hommes, la volonté des locaux, et derrière, une reconnaissance du gouvernement de la Calédonie qui confiait à une association d'éleveurs le recensement et l'amélioration de la génétique bovine sur la Nouvelle-Calédonie. Moi, j'ai été le moyen humain dédié pour mettre ça en place. Alors en plus, il devait y avoir aussi un peu des conflits de génération, et je pense que la bande de jeunes était contente de marquer la différence avec un certain nombre de grands noms de l'élevage de l'époque qui avaient plus de mal à accepter dans leur cercle, que ce soit le syndicat, que ce soit la chambre d'agriculture, que ce soit le fonds de développement d'élevage bovin, accepter ces jeunes qui voyaient les choses peut-être un peu différemment. Donc ça a été autant de choses qui ont favorisé donc l'émergence de regroupements d'éleveurs. Donc cette association d'éleveurs au service des éleveurs, puisque c'est comme ça la formule qu'avait Philippe Roland de l'époque. On était, on va dire, tous relativement jeunes, puisque la moyenne d'âge était de l'ordre de 28-30 ans. Et c'est vrai que quand on a mis en place cet organisme, c'était pas très bien vu par rapport aux institutions qui étaient mises en place, comme la Chambre d'agriculture ou les autres. On avait l'impression d'être un peu des va-t-en-guerre. On voulait peut-être chambouler un peu l'ordre des choses, ce qui dérangeait un peu. Mais en fait, c'était pas ça du tout. On avait une obsession de l'amélioration génétique. C'était notre but principal, parce qu'on s'est rendu compte que par rapport aux statistiques des abattages, les animaux devenaient de moins en moins lourds, à cause justement du manque de renouvellement de génétique de l'extérieur, ce qui était quand même compliqué à l'époque. Et puis aussi le fait que la sélection n'existait quasiment pas, d'où la création de l'UPRA et la création des livres généalogiques, pour justement garder une ligne et inscrire tous ces animaux qui avaient des performances supérieures aux autres. C'est comme ça que ça a démarré. Il y avait Hervé Tual, il y avait Philippe Roland, il y avait... mais ensuite, j'ai été président 30 ans, donc j'ai eu des vagues, des remplacements au conseil d'administration. Donc le jour du départ, je crois qu'il y avait Ronald Martin,
il me faudrait 9 noms. Excuse-moi, je les ai peut-être pas dans la tête, mais qu'ils ne m'en veuillent pas parce que j'en suis à tous reconnaissance du rôle qu'ils ont eu à ce moment-là. Et il y avait Henri Léoni. Il y avait Henri Léoni. Ah oui, Henri Léoni. Je n'ai pas oublié Henri Léoni. Henri Léoni, c'était un éleveur de charolais. Donc lui, déjà, il était dans une race. Sa personnalité a été pour beaucoup dans la mise en place d'une structure qui partait sur des idées nouvelles, mais qui avait pour mission de rassembler une profession où tout le monde n'était pas forcément toujours d'accord. On n'est pas des exemples dans le domaine. Donc le départ de l'UPRA, c'est indéniablement lié au rôle d'Henri Léoni. Ces idées nouvelles portent sur la sélection, donc sur le recensement des meilleures bêtes, et très vite sur les premières inséminations artificielles. 82, moi j'ai eu les moyens de les mettre très vite en place. Donc apporter des semences, et puis des produits de synchronisation, et puis trouver les endroits où des éleveurs qui étaient disposés à faire l'insémination. J'ai dû commencer chez Magnin, et puis très vite après chez Balland. Et puis après tous les membres de l'UPRA. Je pense en particulier à Henri Léoni parce que d'abord c'était quand même le président fondateur de l'UPRA. Et c'était le seul chez lequel je faisais des inséminations sur chaleur observée et pas sur synchronisation des génisses. Il avait au Mont d'Or sur un terrain qui devait faire moins de 20 hectares sûrement, il devait avoir une dizaine de vaches, il n'y avait pas de taureaux, et c'était un cerf qui détectait les chaleurs des vaches. Je pense que ça doit être un cas unique au monde. Les premières actions de l'association, la toute première, ça a été il fallait pour améliorer quelque chose, il faut savoir ce que c'est que ce quelque chose. Il y avait en Calédonie des troupeaux. La dominante était la race limousine, 80% des taureaux en service étaient limousins. Donc on a recensé, avec des techniciens, dans les troupeaux, les animaux qui étaient conformes aux critères de définition des qualités de race. Et on a matérialisé cette reconnaissance, cette inscription par un tatouage, l'attribution de titres d'origine, inscrit à titre origine, après il y avait les livres A, les livres B, en fonction de l'amélioration qu'on apportait. Une fois qu'on avait cette base de travail, par les techniques nouvelles telles que l'insémination, on a pratiqué l'insémination, les déclarations de naissance, et on a pratiqué l'amélioration par la voie des mâles. C'est-à-dire que seul, c'est en produisant des mâles performants inscrits, un mâle pour 20 vaches ou 30 vaches, c'est comme ça qu'on a fait le grand progrès. Ensuite, c'est Frogier, du lycée agricole. 30 ans après, le bétail présenté à Bourail n'est plus tout à fait le même. Entre 1983 et 2013, le poids moyen des carcasses de gros bovins abattus à l'OCEF a grimpé de 230 à 300 kg. Et sur les 20 dernières années, les viandes de qualité bouchère, classées A ou extra, sont passées de moins d'un quart à près de la moitié des abattages. Aujourd'hui, le poids moyen d'un bœuf catégorie extra approche les 380 kg. Plus de viande et du sang neuf. La race limousine reste la première du territoire, et Charolais et Santa Gertrudis sont toujours là. C'est une génisse qui se déplace parfaitement bien. Et à côté, la génisse de Jean-Marc Blanc, très bonne dessus d'épaule. On peut le voir, il y a une continuité entre le... Mais à ces bêtes qui dominent la filière depuis des décennies, sont venues s'ajouter d'autres races avec leurs qualités propres et parfois leurs défauts. Brahman, Draftmaster, Sénépole, Blonde d'Aquitaine et bientôt Belmont Red, une race développée par les Australiens pour contrer la brahmanisation excessive de leur cheptel. Ces choix de génétique sont autant de compromis entre des critères de docilité, de conformation bouchère, de fertilité, de tolérance à la tique et de valorisation de pâturage maigre. Selon leurs objectifs économiques, selon le lieu et la taille de leurs exploitations, les éleveurs préféreront l'une ou l'autre de ces races, et plus souvent encore des croisements générateurs d'un effet hétérosis, cet effet métissage qui valorise le meilleur des deux lignées. Donc l'UPRA a 3 missions principales. Donc
La première, c'est la tenue des livres généalogiques. La seconde, c'est la diffusion du progrès génétique en Nouvelle-Calédonie. Et la troisième, c'est vraiment un travail de conseil aux éleveurs et d'accompagnement. Les livres généalogiques, c'est quelque chose de très important. Ils existent depuis la création de l'UPRA, depuis 30 ans. Donc ils ont débuté à partir d'animaux qui avaient déjà été importés, donc pour lesquels l'UPRA a repris en fait les livres généalogiques existants. Ensuite, il y a des livres qui ont été créés pour des animaux qui n'en avaient pas, donc à titre initial. Et donc c'est des animaux qui correspondaient aux standards des races, donc limousine, charolaise et Santa Gertrudis à l'époque. Et donc dans le fonctionnement d'un livre généalogique, la partie fondamentale, c'est l'identification des animaux. Donc chaque animal inscrit dans un livre généalogique a un numéro d'identification à 10 chiffres. Donc l'UPRA a été le premier organisme en Nouvelle-Calédonie à mettre ça en place, justement pour pouvoir suivre les animaux et les référencer dans des livres. Et donc ces numéros d'identification sont tatoués sur l'animal. Donc c'est un numéro qui suit la carrière de l'animal à vie et auquel on raccroche des données donc, de parenté, donc les pédigrés, et des données propres à l'animal, donc des performances de croissance, de conformation, de fertilité, donc des fiches carrières, des taureaux, le nombre de veaux qu'ils ont eu, etc. Dans les grandes missions de l'UPRA, on a parlé de la diffusion du progrès génétique. Donc justement, le travail de l'UPRA, dans ce travail de diffusion, c'est d'être capable de diffuser les meilleurs animaux. Donc pour cela, on a ce qu'on appelle le contrôle de performance, qui débute chez les éleveurs, donc sur les stations d'élevage. Les éleveurs déjà font un travail de suivi régulier au niveau de poids, donc ce qui nous permet déjà de mettre en avant au sein des élevages les meilleurs animaux mâles et femelles. « 230 kilos. Ce jour-là, à Wazingo, près de Gomène, René Marlier et son fils Kevin ont rentré une soixantaine de veaux limousins de 3 à 8 mois. Tous ont été pesés et tatoués, et 11 d'entre eux, prêts pour le sevrage, ont été examinés en détail par Olivier Mercier, le pointeur de l'UPRA. Il a jugé leur morphologie, leur développement squelettique et musculaire, leur aptitude fonctionnelle, leur degré de correspondance aux standards de la race. Autant d'indices de performance qui motivent une inscription. Au total, chaque année, l'UPRA pointe 7 à 800 veaux chez ses adhérents. Elle retient une soixantaine des meilleurs mâles et propose aux éleveurs de les tester pendant 2 ans sur sa station d'évaluation de Port-la-Guerre avant de les mettre sur le marché lors d'une vente aux enchères. C'est un système qui est intéressant parce qu'en fait, ça permet de lisser les effets élevage. On allote les animaux ensemble et donc ça nous permet donc de mettre en avant vraiment les meilleurs animaux parce qu'ils sont vraiment dans les mêmes conditions, ils mangent la même chose, ils sont éduqués pareil. Donc ça nous permet de faire ressortir les vraies valeurs génétiques sans que ce soit faussé par l'effet milieu, c'est-à-dire l'alimentation, éventuellement le rationnement supplémentaire. En station, donc les animaux sont qualifiés sur leur performance. Et donc s'il est avéré que ces animaux sont améliorateurs pour le cheptel calédonien, ils peuvent être soit réutilisés par l'éleveur propriétaire ou alors proposés à une vente que l'UPRA organise annuellement et auquel tous les éleveurs de la Nouvelle-Calédonie sont conviés justement pour chercher des animaux adaptés à leurs besoins et des animaux qui seront améliorateurs
donc inscrits avec un pédigré qui leur permet donc de choisir en fonction des pédigrés existants des animaux différents de ce qu'ils ont déjà sur leur exploitation pour ne pas continuer à faire de la consanguinité. Le pointage est local. Mais au besoin, pour les inséminations comme pour les transplantations, l'UPRA fait parfois appel à de la technicité extérieure, métropolitaine ou australienne. Donc une insémination artificielle, c'est tout simplement la mise en place d'une semence qui viendra d'un taureau extérieur. Donc une paillette qui a été faite dans un centre de collecte et dont les spermatozoïdes ont été congelés. Nous allons les décongeler juste avant la mise en place afin de pouvoir obtenir un résultat optimal. L'insémination artificielle, c'est quand même la technique de reproduction artificielle la plus utilisée en Nouvelle-Calédonie. On fait environ 800 inséminations par an, même si on s'est fixé des objectifs supérieurs. Et donc l'intérêt de l'insémination artificielle, c'est que d'une part, pour la Calédonie, qui est un contexte particulier, ça nous permet, c'est un vecteur très important de renouvellement des sangs présents en Nouvelle-Calédonie, donc renouveler les pédigrés. Il y a différents avantages. Donc déjà un avantage technique, c'est ce qu'on appelle l'amélioration génétique. On va travailler avec des taureaux, avec les meilleurs taureaux de la race. Ça veut dire que quand on insémine avec de l'insémination artificielle, c'est les fils des meilleures vaches de la race qui sont sélectionnés, auxquels on va leur appliquer ce qu'on appelle le testage. Ça veut dire qu'on les utilisera qu'en étant sûr de ce qu'ils produisent et ce qui permettra à l'éleveur d'avoir un meilleur troupeau et justement d'améliorer la génétique de son troupeau dans le but d'améliorer les résultats économiques de son exploitation. Là, l'embryon donc, qui est blanc, aujourd'hui un embryon de 50 jours à peu près, donc assez avancé. Un autre avantage, c'est qu'au niveau coût, c'est relativement abordable pour les éleveurs par rapport à l'effet que ça apporte pour leur élevage. La deuxième méthode de reproduction artificielle qui est utilisée, c'est la transplantation embryonnaire. Donc, par rapport à l'insémination artificielle, avec un embryon, on travaille à la fois la voie mâle et la voie femelle. Donc c'est un outil qui est puissant et qui permet d'aller encore plus vite dans le progrès génétique. Et en Nouvelle-Calédonie, il a surtout été utilisé ces dernières années dans le cadre d'introduction de nouvelles races, par rapport au contexte sanitaire, et parce que ça nous permet également d'avoir accès à de la génétique de très très haute valeur, parce que les éleveurs étrangers collectent leurs meilleures vaches et on peut donc les accoupler avec des taureaux d'insémination ou même des taureaux de monte naturelle de très très haute qualité. Mon nom est Dallas Hawkins. Je suis l'un des responsables de la société australienne Caribbean Sénépol, basée dans le sud de la Nouvelle-Galles du Sud, entre Sydney et Melbourne. Nous sommes les premiers à avoir importé la race Sénépol de l'île de Sainte-Croix dans les Caraïbes, d'où elle est originaire. Le Sénépol est un croisement entre le Red Poll d'origine anglaise et le Ndama, un bos taurus adapté aux tropiques originaire d'Afrique de l'Ouest. Nous pensons qu'il y a un gros potentiel pour cette race dans les territoires du nord de l'Australie, très touchés par la tique et la mouche du buffle. Les receveuses idéales doivent avoir vélé depuis 70 jours et nous leur appliquons un programme de synchronisation à base de progestérone et d'autres hormones qui leur permettent de tomber en chaleur. Le moment de la chaleur correspond à l'ovulation et doit arriver une semaine avant notre intervention.
Quand la receveuse arrive dans la coulisse de contention, nous lui faisons une palpation pour vérifier qu'elle a bien ovulé dans les délais requis et qu'elle est apte à entrer en gestation. Puis, nous conduisons l'embryon à travers le col de l'utérus jusqu'aux 3/4 de la corne, soit à droite, soit à gauche, du côté de l'ovulation. Cet embryon est âgé de 7 jours lorsqu'il est implanté dans la vache. Il se stabilise dans l'utérus pendant environ une semaine, jusqu'à ce qu'il soit reconnu par la receveuse, ce qui déclenche le processus de gestation. C'est des animaux qu'on ne pourrait pas acheter sur pied parce que y a pas, les éleveurs souhaitent les garder soit en Australie, soit en métropole. Donc le fait de pouvoir avoir des embryons de ces animaux-là, ça nous permet donc d'une part de partir avec des animaux de race pure, alors qu'en insémination, il nous faudrait un minimum de 4 générations pour avoir des animaux purs, et avec un patrimoine génétique vraiment au-dessus de ce qu'on pourrait même avoir en important des animaux sur pied. Ce progrès génétique, il faut aussi le mesurer en testant la fertilité des taureaux sélectionnés. La fertilité, donc c'est l'UPRA qui l'a initié il y a 4 ans, avec un travail en partenariat avec l'Australie. Quelques vétérinaires y ont été récemment formés par l'universitaire australien John Bertram. Cet ancien chef de l'industrie primaire du Queensland vient régulièrement en Nouvelle-Calédonie où il a initié de nombreuses pratiques d'élevage adaptées au milieu tropical. Là, tu avais mis quoi, gauche-droite? Je mettrais 3 en tonicité. Yeah. Ok. Donc ça là, donc gauche. Il y a un certain nombre de paramètres que l'on peut observer chez un taureau. Ils concernent des caractères physiques ou structurels. Ce sont généralement les caractères physiques que l'éleveur regarde, les aplombs, le fourreau et la tête. Ce sont des caractères de base. À ces traits viennent s'ajouter ceux concernant le périmètre testiculaire et la qualité de la semence, depuis sa structure générale jusqu'aux détails du spermatozoïde. Une information qui n'est pas évaluée ici est celle de la libido. C'est également un critère d'évaluation du potentiel reproductif d'un taureau. Sur cette lame, nous regardons la structure du spermatozoïde. Un taureau qui a une bonne structure de spermatozoïde produira des femelles précoces en termes de fertilité, avec un intervellage raccourci. En fait, on est un peu à une époque charnière, c'est-à-dire que maintenant la philosophie, c'est d'adapter les animaux à l'environnement. Pour ça, ça demande un travail important de sélection, donc pour sélectionner les animaux les plus performants dans l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a une certaine époque, c'était un petit peu l'inverse parce qu'on avait encore des molécules chimiques qui permettaient de lutter efficacement contre la tique. Et on était aussi dans une vision de transformer l'environnement pour pouvoir nourrir les animaux convenablement. Donc maintenant, dans ce travail d'identification des races, l'idée donc, c'est de pouvoir avoir des animaux à la fois résistants aux parasites internes, résistants à la chaleur, qui valorisent des pâturages grossiers et pas forcément d'excellente qualité, mais tout en produisant une viande adaptée à notre marché. Comme partout, il y a dans le monde de l'élevage des romantiques et des pragmatiques. Les uns parlent de belle nature et de liberté,
les autres de production et de rendement. Dans l'élevage, l'élevage c'est une industrie de transformation. Tu transformes un pois en herbe en pois en viande. Donc la génétique te permet la meilleure des transformations de cette herbe en viande. Maintenant, au départ, il faut faire des tonnes d'herbe si tu veux faire des tonnes de viande. Alors parfois on dit que la meilleure race, c'est l'herbe. Les éleveurs calédoniens ont appris à en produire lors de la grande sécheresse de 93-94, quand les chaînes fourragères ont été massivement subventionnées. Mais il s'agit d'un matériel fragile, et la récolte est tributaire de la météo. C'est bien d'avoir une bonne génétique, mais il faut aussi du pâturage. Par contre, à l'inverse, avoir des pâturages de super choix et puis faire n'importe quoi en génétique, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Hein. Pour valoriser au mieux justement ces pâturages, il faut avoir la génétique qui va bien, quoi. Je suis sélectionnaire depuis le début, depuis 80B. Depuis la formation du Lupra, j'ai toujours été sélectionnaire. Alors là, nous, on sélectionne en premier, les taureaux. On choisit les plus belles bêtes qu'on a dans notre troupeau pour être vendues. Et après, on sélectionne aussi les génisses. On en garde une partie pour nous et on en vend une partie. On fait des bêtes de reproduction quoi, pour des autres éleveurs qui sont demandeurs de belles bêtes. Ouais. Moi, j'ai toujours voulu m'acheter une propriété, c'était pour créer quelque chose. C'est le plaisir de voir quelque chose de beau qu'on a créé, quoi. Au début, c'était que de la friche, c'était tout. Maintenant, on a un beau troupeau de bétail, on a des belles installations, on a une belle propriété. C'est ça, c'est cet orgueil qu'on a de vouloir montrer quelque chose de beau. Il faut pouvoir valoriser le mieux possible à ce moment-là. Parce que moi, faire de la cueillette, ça ne m'intéresse pas. J'ai ma fierté, vous voyez, c'est une question de fierté tout ça aussi. En même temps, quand on présente des bœufs comme ceux que vous pouvez voir en face là, j'estime que on se fait un point d'honneur. Moi, je me fais un point d'honneur à présenter des beaux bœufs comme ça, parce que je pense aux bouchers. Mais je pense aussi au consommateur qui va acheter cette viande-là. Une bête, elle est belle, elle est bonne, parce qu'elle est à manger. Hein. Si vous ne lui donnez rien à manger, elle ne sera jamais jolie et elle ne sera surtout pas bonne à manger non plus. On dit que la qualité première d'une viande, c'est ce qu'elle a dans son assiette, c'est ça. Hein. Et après, l'amélioration des races a quand même fait beaucoup, parce qu'après, il y a eu les charolais, il y a eu du Santa, il y a eu beaucoup de choses. Et puis dernièrement, il y a eu les brahmanes qui, eux, ont apporté quelque chose. Parce que quand on les croise, ça pousse beaucoup plus vite, ça fait de la viande plus vite. Voilà, ça fait 380 kilos. Et ça... c'est de la viande extra, hein. Et pourtant ça a vécu auprès, à l'herbe, au foin, et voilà le résultat. Ça c'est un métis brahman limousin, et là-bas derrière c'est un métis Santa brahman. Les uns produisent des bêtes de boucherie, les autres des animaux de reproduction. Ils peuvent ne pas être d'accord sur les races, comme en témoigne la controverse sur le brahman, mais ils partagent souvent une même envie de créer et une même fierté du travail bien fait. De ce que j'en sais, Lupra n'a jamais favorisé plus une race qu'une autre. Hein. Non, Lupra, elle est là pour servir, tous les éleveurs de Calédonie, quelle que soit la race qu'ils ont envie d'exploiter. Hein. Oui, en fait, ça c'est une grosse polémique, ça. Allez, foutez le camp de là. Là, vous embêtez les messieurs. Allez, dégage de là. Fous-moi le camp de là. Dégage de là. Allez. Oh, nom d'une pipe. Alors là, ils sont mal éduqués dans l'autre sens, là. Moi, je dis que le bétail, il est fonction de l'éleveur. Vous avez vu, là, le Limousin, on dit qu'il est vif. On le voyait, venez regarder à la caméra.
Voilà. Et le brahman, on a la même chose. On est capable de traverser, nous, avec un troupeau de brahman, on est capable de passer au milieu d'un troupeau de limousin sans qu'il y ait une bête qui se sauve. Hein. C'est la façon de travailler, c'est tout. C'est l'éleveur qui fait son troupeau. Hein. Le conseil d'administration est constitué de 9 membres qui sont des éleveurs. Bon, après, on a l'administration qui participe au conseil à titre consultatif, mais le noyau dur, c'est les éleveurs. Il faut que ça reste comme ça. Parce que c'est eux qui savent exactement leurs besoins et ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent apporter comme solution. Bon, bien sûr qu'on a besoin de techniciens pour nous conseiller, mais l'éleveur doit rester au centre du dispositif. Mais il ne faut pas changer dans l'esprit, il faut que ça soit un acquis. Les éleveurs sont capables. Et ça fait partie du grand tournant de l'existence de l'UPRA. Ce n'est pas seulement des bœufs plus lourds, des taureaux plus beaux, c'est le fait que dans les gens responsables, concernés dans le circuit économique, il y a les professionnels. Les professionnels, ils sont sérieux, ils assument, ils sont présents. Et au bout de 30 ans, ça fait plaisir de voir qu'on n'a pas failli et que l'outil est solide et il est dans les esprits. Et ça, j'espère que ça restera. Ça sera un acquis pour toujours. C'est aux éleveurs de l'assurer. Mais de l'autre côté, on est reconnu. Voilà le mot. On est reconnu. La profession en tant que telle est reconnue sur ses résultats et sur sa capacité à anticiper et à proposer. Ça, c'est très important, ça. On est un peu son patron, on est tributaire, c'est vrai, des animaux, on est tributaire de l'herbe, on est tributaire du temps. Mais bon, on a le plaisir, puis ça, travailler avec quelque chose de vivant, quoi. On a le plaisir de les voir grandir, voir les petits. Tout ça, quoi. Moi j'aime bien, j'ai un veau vibrant encore là. Déjà, depuis l'année dernière, quand on a emmené ce blond d'Aquitaine, du reste, quand on l'a vu, déjà 2-3 mois, on s'est dit, ah, celui-là, ça va être un bon. Bon, alors on a continué à travailler. Puis là, cette année-là, on l'a emmené, quand ils l'ont mis super champion, alors là, c'est des récompenses qui viennent de loin, quoi. Hein. Là, ça a donné un coup de tonus, là. Comment il s'appelle ? Golden Boy. Représentée, pardon. La race blonde d'Aquitaine. C'est une race qui est assez peu représentée sur le territoire. Un taureau en or, ce Golden Boy, champion de foire 2013 à Bourail puis à Koumak. Il fait la fierté de Roger Gérard, 75 ans, qui travaille une toute petite propriété de Tontouta avec l'enthousiasme d'un jeune homme. Son rêve ? 200 hectares bien à lui pour bâtir encore. Il y a dans ce métier d'éleveur un côté passion que même l'âge n'arrive pas à éteindre. Sinon, avec le bétail qu'on a là, avec la surface que j'ai, puis les 4 hectares de machin, j'aurais pas assez. C'est pour ça que je vous dis 200 hectares. Mais il n'y a pas moyen. Non, mais personne ne va te donner, hein, de toute façon. Ah ouais, non, c'est vite. Comme tu n'as pas les moyens d'acheter, ben... Ah ouais. C'est la passion. On ne peut pas faire de l'élevage sans passion. Il faut d'abord avoir la passion des animaux. C'est ça, c'est un métier rude, mais un beau métier quand on a la passion. Et il n'y a que ça qui fait tenir. On ne fait pas l'élevage pour faire de l'argent. C'est pas ça. On fait de l'élevage parce qu'on a l'amour des bêtes, l'amour des chevaux. C'est ça qui nous entraîne dans ce sillon. Moi, je pense que c'est une vie d'homme libre.
Mais, je l'ai dit il y a quelque temps de ça, à partir du moment où on veut bien faire les choses, on devient esclave. C'est un beau spectacle. Le matin, on va chercher les chevaux. Le gars qui a mis la bride sur son cheval, qui est déjà habillé parce qu'il va monter à cheval, qui revient, il regarde par terre s'il pense à quelque chose, et son cheval le suit là. Pour moi, ça y est, j'ai envie, c'est une journée qui a bien commencé, quoi. La quiétude du pays, c'est ça, là. C'est cette paisibilité de l'élevage, qui peut être violent. Moi, je vois des mecs qui font du mal à leur bête dans le stockage, on me dit, change de boulot, là, fais quoi, là? Fais autre chose, là, c'est pas bon, là. Il émane quelque chose de ce métier pratiqué sur ce pays. C'est le cœur du pays. Ouais, c'est le cœur du pays. As the sun goes down.